Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la nuit parlementaire la plus célèbre de l'histoire de France, la nuit du 4 août. Depuis le printemps 1789, la France est entrée dans une révolution. Certes, les décennies précédentes avaient déjà été traversées par des révoltes, des crises politiques et des contestations de l'autorité royale. Mais un mois après la réunion des États généraux en mai 1789, a lieu ce qu'il convient de nommer un véritable séisme politique. Le 17 juin, en effet, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. Et 3 jours plus tard, au jeu de paume, ils jurent de donner une constitution à la France. En quelques semaines, un nouvel ordre politique est né. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle ces hommes de 1789, car l'Assemblée ne compte pas de femmes, entreprennent de reconstruire tout un système politique. Ils n'arrivent pas à Versailles avec un programme parfaitement arrêté, mais avec des idées à foison. Ils doutent parfois, ils débattent, ils s'invectivent sûrement, ils s'enflamment, se contredisent. Ils sont stupéfiants de vivacité, d'intelligence et de bonne volonté. Au milieu des tumultes, des espoirs et des résistances qui surgissent, ils élaborent tout un ensemble de principes et de lois à l'origine de nos institutions et de notre société actuelle. Parmi les principes qui s'imposent en ce printemps 1789 figure celui de la primauté du droit. Pour les révolutionnaires, la loi n'est plus seulement l'expression de l'autorité du roi, elle devient l'expression de la volonté de la nation, qu'incarne l'Assemblée et le peuple français dans son entièreté. C'est par la loi que les révolutionnaires veulent établir la justice, garantir les libertés et réconcilier les Français. Ces changements s'opèrent dans un royaume qui connaît des crises multiples. Crise politique, crise financière, crise frumentaire et surtout, depuis la réunion des États généraux et le 14 juillet, une crise de confiance. Les Français vivent dans une crainte croissante. Mais c'est essentiellement du côté des campagnes que se manifeste le plus fort de cette panique que les historiens ont nommé la Grande Peur. Dans l'esprit des paysans, l'aristocratie est en train de subir une défaite, du moins une succession d'affronts. La prise de la Bastille, le 14 juillet, symbolise la victoire des masses. Le peuple en armes sauve la Révolution. Nul doute que l'aristocratie et la noblesse vont chercher à se venger sur la population et reprendre la main. Il faut dire aussi que dès le lendemain de la prise de la Bastille, plusieurs personnages éminents de la cour quittent le royaume. Cette première vague d'émigration nourrit l'inquiétude. Ces départs ne seraient-ils pas annonciateurs d'une contre-offensive venue de l'étranger ? Sans compter que depuis le mois de mai déjà, certains évoquent la présence de troupes étrangères autour de Paris. Il y aurait des régiments dont les soldats, dit-on, ne parlent pas français. La méfiance est d'autant plus forte que le roi lui-même n'inspire pas une confiance absolue. On ne sait pas vraiment vers qui, vers quoi son cœur, son esprit balance. Les Parisiens ont remporté une victoire éclatante le 14 juillet, mais rien ne garantit que la monarchie accepte réellement les changements en cours. Cette peur d'une répression sanglante, qui viendrait des privilégiés, cette peur ne vient pas de nulle part. Depuis la réunion des États généraux au mois de mai, plusieurs révoltes paysannes ont été sévèrement réprimées. Des insurgés ont été pendus, d'autres envoyés aux galères. Certes, cette répression n'a pas été uniforme sur l'ensemble du royaume, mais elle a profondément marqué les esprits. À tout cela s'ajoutent les rumeurs. Les campagnes sont parcourues des rangs depuis toujours, c'est-à-dire un agrégat de mendiants, de colporteurs, de journaliers sans travail. La plupart ne représentent pas vraiment un danger, mais ils inquiètent. Dans ce climat tendu de cette seconde quinzaine de juillet 1789, on a vite fait de les assimiler à des brigands. On pense, en fait,
qu'ils sont à la solde de l'aristocratie pour répandre le malheur dans les campagnes. Cette idée est en plus colportée par les révolutionnaires eux-mêmes. Ainsi, guette-t-on, redoute-t-on leur arrivée. On reste en alerte, prêt à faire retentir le tocsin pour alerter la population et les villages voisins. On se prépare donc à l'arrivée de ces assaillants, on s'arme, on les imagine de façon tellement forte qu'on finit par fantasmer leur venue. Le moindre soulèvement de terre et de poussière au loin crée la panique. Il faut un exutoire à cette peur, et il faut agir. Les communautés villageoises s'organisent pour se défendre, puis passent à l'offensive. Elles s'en prennent aux châteaux, aux droits seigneuriaux, brûlent les terriers, récupèrent les biens communaux dont elles estiment avoir été privées et contraignent parfois les seigneurs à renoncer à leurs privilèges. Notons que malgré l'ampleur et la dynamique de ce mouvement, les atteintes aux personnes restent très rares. Les châteaux sont parfois pillés, les archives détruites, en particulier les terriers, registres qui fixent les droits et les propriétés seigneuriales. Les symboles de la domination seigneuriale sont attaqués, mais les historiens rappellent souvent que la Grande Peur aurait fait moins de 5 victimes directes à l'échelle du royaume. En revanche, lorsque les propriétaires, eux, organisent la défense de leurs biens, la répression peut, elle, se révéler beaucoup plus sanglante. Alors, face à ce vaste soulèvement sans précédent des campagnes françaises, l'Assemblée nationale se trouve placée devant un choix décisif, et il va falloir agir vite. Que faut-il faire? Réprimer le mouvement? Au début, l'Assemblée est favorable à la répression, et surtout les députés du tiers-État d'ailleurs. Mais finalement, la majorité de l'Assemblée sent l'impossibilité de cette répression. En effet, l'Assemblée craint la guerre civile. Dans de nombreuses régions, les milices bourgeoises se sont constituées pour protéger les propriétés et maintenir l'ordre. En leur donnant carte blanche, les députés prendraient le risque d'opposer durablement les campagnes aux villes et les plus modestes aux propriétaires. Cela dit, les milices bourgeoises ont néanmoins participé de ci, de là à des raids, des affrontements, actes répressifs avec pendaisons, massacres, contre la jacquerie généralisée. Pour traiter le problème, l'Assemblée évite aussi de s'en remettre à l'autorité monarchique, qui pourrait en profiter pour se rétablir. L'alliance entre le roi et l'Assemblée est fragile, et la méfiance est réciproque. De plus, le pouvoir royal serait-il seulement en mesure de rétablir l'ordre dans le royaume? Rien n'est moins sûr. Manque d'hommes, manque de moyens, et parfois, on a déjà pu le vérifier par endroits, les troupes envoyées ne font pas preuve d'un grand zèle pour mater les insurgés, dont les revendications ont parfois un parfum de légitimité. Les patriotes de l'Assemblée savent aussi que la révolte populaire a sauvé la Révolution. Et puis après tout, depuis juin, le peuple n'est-il pas souverain? N'incarne-t-il pas la nation? Georges Lefebvre, l'historien, nous rappelle que le 14 juillet est, selon son expression, une révolution sacrée. L'intervention des masses a sauvé la Révolution et a assuré le triomphe du droit. Alors oui, l'Assemblée doit apaiser les campagnes, car il s'agit de sauver la Révolution, de poursuivre le travail entamé depuis le mois de mai. Il ne faut pas abandonner le peuple et en même temps, il ne faut pas le laisser imposer seul le rythme de la Révolution. Il faut éviter l'anarchie et ménager aussi les nobles libéraux et les curés, à qui la Révolution doit aussi une partie de son succès, puisque nombre d'entre eux ont soutenu le tiers-État au mois de mai. On ne peut les dépouiller impunément, du moins sans compensation financière. On craint pour la propriété. Le seigneur, bien sûr, mais aussi le bourgeois, bref, l'ensemble des possédants. Cependant, pour certains députés, le peuple a bien outrepassé son rôle, et il a fait plus que protéger l'Assemblée quand celle-ci s'est sentie menacée. Dans ce grand concert du changement généralisé, certains s'alarment déjà de ces actions populaires qui débordent le cadre légal. Et plus que tout, nos révolutionnaires, nous l'avons dit, tiennent au droit. C'est dans ce moment charnière que se prépare la célèbre nuit du 4 août. On l'imagine souvent comme une explosion d'enthousiasme entièrement improvisée.
mais la réalité est plus nuancée. Le 3 août, Salomon de la Saugerais, avocat au Parlement, député du tiers-État du bailliage d'Orléans, s'inquiète de l'avenir. Il présente à l'Assemblée nationale une motion et s'élève avec véhémence contre les révoltes paysannes. Il dit « Les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, sont la proie du plus coupable brigandage. De tous les côtés, les châteaux sont brûlés, les couvents sont détruits, les fermes abandonnées au pillage. Les impôts, les redevances seigneuriales, tout est détruit. Les lois sans force, les magistrats sans autorité, la justice n'est plus qu'un fantôme. » Il met en demeure la constituante d'appliquer les lois existantes et de protéger tous les propriétaires. Il l'emporte et un décret est aussitôt pris en ce sens par l'Assemblée. Mais peine perdue, les députés les plus clairvoyants du tiers comprennent que la solution n'est pas dans la répression. Finalement, comme nous l'avons dit précédemment, l'Assemblée ne prend pas cette option proposée par la Saugerais. Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 août, une centaine de députés se réunissent dans un café de Versailles, le café Amaury, sous l'égide du Club breton. Ils prennent l'initiative des réformes jugées inévitables, signe que les députés savent qu'il faut répondre rapidement à la crise qui embrase les campagnes. Pour cela, il faut faire une pause éclair dans les discussions autour de la nouvelle constitution à inventer. Il faut d'abord régler de façon urgente le problème des campagnes. Le mardi 4 août, l'Assemblée se réunit à 8 heures du soir. À la salle des menus, Target demande la parole. Il demande avec insistance que toutes les redevances soient payées comme par le passé, jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné par l'Assemblée. Sous une forme nouvelle, il reprend donc les propos de la veille formulés par Salomon de la Saugerais. Mais, sitôt après lui, le vicomte de Noailles monte à la tribune. Pour lui, il faut répondre aux revendications des campagnes. Le vicomte de Noailles propose que l'impôt soit réparti entre tous les citoyens en proportion de leurs revenus, que toutes les charges publiques soient supportées également par tous, que les droits seigneuriaux portant sur les terres deviennent rachetables par les communautés de paysans selon une juge estimation, que les corvées, la main morte et toutes les servitudes personnelles soient abolies sans indemnité. Noailles est très très largement applaudi par l'Assemblée. Puis, le duc d'Aiguillon prend la parole. Son intervention complète plutôt qu'elle ne contredit celle de Noailles. Le duc d'Aiguillon est le plus grand propriétaire foncier du royaume. Il sait que les campagnes sont en révolte et qu'il faut répondre à leur attente pour établir la paix civile. Mais il rappelle aussi qu'il ne faut pas porter atteinte au principe de la propriété. Il insiste donc sur une distinction essentielle. Les droits qui relèvent de la domination personnelle du seigneur, c'est-à-dire les corvées, la main morte, les servitudes, peuvent être supprimés. Non problème. En revanche, les droits qui procurent un revenu attaché à la propriété foncière ne doivent pas disparaître sans compensation. Ils devront être rachetés. Autrement dit, les privilèges peuvent être abolis, mais le droit de propriété doit être préservé. À ce moment, pour l'historien Albert Mathiès, les nobles libéraux nous paraissent à la fois plus politiques et généreux que les bourgeois. Ils aident l'Assemblée à sortir de l'impasse face au soulèvement. Les propositions de Noailles et d'Aiguillon, par leur apparente soudaineté et leur audace apparente, offrent une voie de sortie à la crise. Comme par magie, a-t-il été dit. Très vite, l'enthousiasme gagne l'Assemblée. On félicite alors les deux orateurs avec émotion. Il a été dit qu'une contagion sentimentale entraînait les âmes. On assiste ensuite à une course au sacrifice, selon la formule de Georges Lefebvre. Les privilégiés se défont un par un de tous leurs privilèges. On compte
une cinquantaine d'interventions en ce sens. L'historien Albert Mathiès écrit « L'abjuration grandiose du passé dura toute la nuit. À l'aube, une nouvelle France était née sous l'ardente poussée des gueux. » L'historien Georges Soria ajoute que le nombre des offres généreuses est si considérable, l'afflux d'émotions expiatoires si rapide, que les secrétaires de séance ne peuvent en suivre l'énoncé. Le duc de La Rochefoucauld, qui préside l'Assemblée ce soir-là, suggère que soit frappée une médaille pour éterniser la mémoire de l'union de tous les ordres, de l'abandon de tous les privilèges et de l'ardent dévouement de tous les individus pour la prospérité et la paix publique. L'archevêque de Paris propose qu'un Te Deum soit chanté dans la chapelle royale en présence de Louis XVI et de l'Assemblée. À 2 heures du matin, la séance s'est levée. Louis XVI est alors solennellement associé au nouveau monde qui vient de naître. L'Assemblée le proclame restaurateur de la liberté française. Que de joie, que d'enthousiasme, me direz-vous. Mais les historiens sont parfois un peu rabat-joie. François Furet écrit que l'enthousiasme de l'égalité civique n'exclut pas le calcul. Revenons avec lui un instant sur le cas du duc d'Aiguillon. Il est pour l'égalité fiscale et pour l'abolition pure et simple des corvées et des servitudes personnelles, ça nous l'avons vu, c'est-à-dire des droits seigneuriaux dits personnels. Et ces droits-là sont supprimés immédiatement sans contrepartie. Mais avec lui, l'Assemblée valide le rachat des autres droits féodaux, c'est-à-dire ceux qui font partie des droits réels, ceux qui procurent un revenu aux seigneurs parce qu'ils sont considérés comme attachés à la propriété foncière. Ceux-là ne sont pas supprimés gratuitement, le paysan, nous le répétons, devra les racheter au denier 30. Alors, petit point technique. À l'époque, le denier 30 signifie qu'on calcule la valeur du droit seigneurial en multipliant son revenu annuel par 30. Exemple. Si un droit seigneurial rapporte 100 livres par an, eh bien, le paysan devra payer 100 fois 30, c'est-à-dire 3000 livres pour s'en libérer définitivement. Autrement dit, le seigneur reçoit immédiatement un capital représentant 30 années de revenus. Le seigneur place ensuite ces 3000 livres à 3,3% et elle lui rapporte environ 100 livres par an. Autrement dit, avant, le seigneur touche 100 livres de redevance, après, il reçoit 3000 livres qu'il place et il continue à toucher 100 livres par an. Intéressant, non ? L'historien François Furet peut donc écrire que le vieux droit seigneurial s'est transformé, selon sa formule, en bon contrat bourgeois. Que veut-il dire ? Eh bien, avant le 4 août, le seigneur perçoit un revenu parce qu'il est seigneur. Ce revenu est justifié par un privilège féodal. Après le 4 août, le seigneur devient le titulaire d'un capital qui devient une propriété privée parfaitement légitime au regard du droit. Autrement dit, les droits seigneuriaux changent de nature. Ils sont considérés dorénavant comme des droits de propriété. Ils deviennent des créances que les paysans doivent racheter s'ils souhaitent s'en affranchir. De leur côté, les propriétaires issus du tiers-état, ces bons bourgeois, voient disparaître la distinction juridique entre terre noble et terre roturière. Le grand gagnant dans tout ça, me direz-vous, eh bien c'est qui ? Ou c'est quoi ? Eh bien c'est le principe de la propriété, qui est désormais commun à tous les possédants, quelle que soit leur origine sociale. Quant au clergé, c'est lui qui subit la perte la plus immédiate, car la dîme est supprimée sans indemnité. Cependant, à travers cette suppression, ce sacrifice, le clergé espère sauver et conserver son énorme patrimoine foncier. Que se passe-t-il après le 4 août, après cette nuit parlementaire la plus célèbre de l'histoire de France ?
Les députés ont pris des décisions de principe cette nuit-là, mais le travail juridique reste à accomplir. Le 5, on relit la liste des décisions qui ont été prises la veille, et puis du 6 au 11 août, les décrets sont donc rédigés et précisés. Et durant ces jours-là, on continue de discuter et de débattre. Au dehors de l'Assemblée, les privilégiés et la Cour sont en colère face à ce qui est en train de se jouer. Ils se plaignent de voir détruits fiefs et noblesses qui privent les familles de leurs propriétés. Ils se plaignent de voir les provinces privées de leurs droits et privilèges. Pour eux, les députés se sont arrogés des droits qu'ils n'avaient pas. La noblesse est divisée quant à la révolution en cours. Pourtant, aucun des privilégiés n'a protesté pendant cette nuit du 4 août. Peut-être n'était-il pas présent durant cette séance nocturne, ou bien s'était-il senti dépassé par les événements. Mais en tout cas, l'Assemblée ne cède pas. Le décret final est rédigé par Adrien Duport. Adrien Duport est l'un des premiers des 47 nobles libéraux qui a rejoint le tiers-état dès le 25 juin. Sur ce décret final, il est écrit « L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal ». François Furet écrit qu'en fait, la liquidation de ce que les hommes du 4 août ont appelé le régime féodal, entre guillemets, cette liquidation sera beaucoup plus lente que ne le donnent à croire les décrets du 11 août. Ces textes furent en effet complétés en 1790 et 1791 par plusieurs décrets supplémentaires. À la campagne, le rachat des droits seigneuriaux était trop onéreux pour les paysans et des émeutes reprirent sporadiquement ici et là, surtout dans le Quercy. Finalement, l'abolition sans indemnité sera votée en juillet 1793. Alors, que retenir de cette nuit du 4 août ? L'Assemblée et les contemporains ont bien pris conscience de la rupture avec l'ancienne société. Et ils ont bien acté la fondation d'une société nouvelle. Au lendemain de la nuit du 4 août, le paysan a le sentiment d'avoir remporté une victoire sur le seigneur. Et de son côté, le bourgeois a le sentiment d'avoir définitivement brisé le privilège aristocratique. Avec le texte du 11 août et la destruction du régime féodal, nous avons affaire avec la liquidation de la société aristocratique bricolée par la monarchie absolue sur les ruines de la féodalité. C'est une citation de François Furet. Ce qui disparaît pour toujours en août 1789, c'est la société des corps définie par des privilèges partagés. En effet, sous l'Ancien Régime, la société n'est pas pensée comme une addition d'individus, elle est composée de corps, c'est-à-dire des groupes constitués, reconnus par le droit et dotés de privilèges propres, par exemple le clergé, la noblesse, les corporations de métiers, les universités, les villes qui bénéficient de privilèges particuliers, certaines provinces, les parlements, les communautés religieuses, etc., etc. Chaque corps possède ses propres droits, exemptions, règles et juridictions. On appartient d'abord à un corps avant d'être un individu. Mais dorénavant, et grâce aux révolutionnaires, il ne peut plus y avoir que deux réalités politiques légitimes. L'individu, qui est titulaire de droits, et la nation, qui exprime la volonté générale. Tout ce qui s'interpose entre les deux est désormais suspect. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces groupes risquent de défendre des intérêts particuliers contre l'intérêt général. C'est exactement, d'ailleurs, ce qui conduira 2 ans plus tard à la loi Le Chapelier. Les corporations ouvrières, les associations professionnelles et les coalitions sont interdites, car elles sont perçues comme des obstacles à l'unité de la nation. De ce point de vue, selon François Furet encore, la Révolution française ne crée pas seulement une société égalitaire. La Révolution française invente une relation directe entre l'individu et la nation sans médiation institutionnelle.
C'est cette rupture qu'il considère comme l'une des innovations majeures de cet été 1789. Pour lui, les textes du 11 août ne fondent pas cette société des propriétaires dont avaient rêvé les réformateurs éclairés de la monarchie au XVIIIe siècle. On peut certes considérer que la nuit du 4 août, en proclamant l'égalité de tous devant la loi, institue le caractère universel du contrat de propriété. Mais selon lui, il ne s'agit pas de la naissance d'une nouvelle société économique. Il s'agit avant tout de la naissance d'une nouvelle société juridique. Pour l'historien Georges Lefebvre, l'Assemblée s'est quelque peu illusionnée sur son œuvre. Les paysans, de leur côté, voient une contradiction. On leur annonce que le régime féodal est aboli, mais on continue de leur imposer le paiement des redevances. L'Assemblée le leur ordonne fermement dans sa proclamation du 10 août, en attendant qu'ils puissent les racheter. L'aristocratie, quant à elle, ne tient pas compte des avantages, nous l'avons vu, qu'elle pourrait tirer de l'indemnité promise. Elle ne se résigne pas aux nouvelles dispositions, sans doute par orgueil. Mais le plus important, selon l'historien, est que l'Assemblée a déblayé le terrain sur lequel va pouvoir être construite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la future Constitution. Concernant les conséquences de la nuit du 4 août, celle qui fait pour lui le plus largement consensus, c'est la réalisation de l'unité nationale entre toutes les parties du territoire, comme entre tous les Français. La royauté avait longtemps travaillé à cette œuvre, mais, écrit-il, l'Assemblée constituante conserve la gloire de l'avoir achevée. Enfin, Georges Lefebvre souligne encore une fois le rôle éminent joué par la noblesse libérale qui, en s'associant à l'ardeur révolutionnaire du tiers-État, choisit de ne plus reconnaître elle aussi d'autres principes que celui de la nation. Je vous raconte s'achève, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour un nouvel épisode consacré à la Révolution française.